sera maintenant nommé. Tout cela ressemble à un raccommodage, à du tripatouillage, et ça vient diluer la décision du président Ouattara. Ce n'est pas son rôle. Il a dit qu'il ne va plus être candidat, qu'il part et qu'il ne briguera plus un troisième mandat, qu'il laisse le nouveau pouvoir qui serait installé à peine dans quelques mois s'occuper de la suite. Mais ça ressemble à quelqu'un qui veut partir et qui n'a pas envie de partir. Cet embouteillage institutionnel me pose un problème. On a un président élu, on a un vice-président, on a un premier ministre. Je trouve tout cela budgétivore. Pour un pays qui sort de guerre et dont la population à 46% est pauvre. Moi j'ai un problème à tout cela. Parce que le vice-président, il faut lui donner un budget de fonctionnement, il faut lui donner un salaire. On peut utiliser tout cela pour construire des écoles, non? Pour construire des centres de santé, non? Au lieu de récompenser des amis et confondre la gestion de l'État à, je veux dire, un testament politique. J'ai un problème avec tout ce bricolage. Et cela vient diluer toute la noblesse de la décision que le président Ouattara a prise, que je salue d'ailleurs, mais qui malheureusement est diluée par tous ces projets qui cachent quelque chose. Un débat agite l'actualité dans votre pays, c'est l'établissement de la nouvelle carte d'identité, indispensable à l'obtention de la carte d'électeur. On a entendu beaucoup de choses se dire là-dessus, mais on n'a pas encore entendu le point de vue du COJEP que vous dirigez. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Le régime actuel confond la carte nationale d'identité aux cartes des militants de leur parti. Comment ça? Qu'est-ce que vous faites dire cela? Ici, 3 problèmes se posent. Lesquels? Le coût, la distance pour aller établir les cartes nationales d'identité, l'insuffisance des centres d'enrôlement. Je commence par les centres d'enrôlement. Nous avons 11 millions de personnes enrôlées pour seulement 118 centres. Le ratio, c'est que nous allons nous retrouver avec un centre pour 93 000 pétitionnaires. Monsieur Babilas, si on enrôle ne serait-ce que 50 personnes par jour, parce qu'un pétitionnaire prend au moins 45 minutes pour être enrôlé, il nous faut 1860 jours pour enrôler les 11 millions de personnes. Mais ça, justement... J'en arrive, j'en viens. Il nous faut au moins 1860 jours, oui. C'est-à-dire 5 ans. Alors que dans quelques mois, nous allons aux élections. Finalement, le coût, oui. Le coût. Pourquoi la carte nationale d'identité doit coûter 5 000 francs CFA? À un moment où on dit que la Côte d'Ivoire a une croissance à 2 chiffres, à un moment où on dit même que le PIB de la Côte d'Ivoire concurrence celui de la Chine, alors même que, en pleine guerre, en 2009, quand le président Gbagbo était au pouvoir, cette pièce était gratuite pour les populations. La Côte d'Ivoire divisée, la Côte d'Ivoire en guerre, la pièce est gratuite. La Côte d'Ivoire en paix, pas de crise, tous les feux sont ouverts et la carte d'identité est coûteuse. C'est quoi le problème? Il y a une chose que je ne comprends pas. Est-ce que vous voulez dire que la pièce d'identité nationale, son établissement sera toujours gratuit? Mais pourquoi pas? Parce que nous avons une population pauvre. Il y a des populations dans des confins de la Côte d'Ivoire qui ne voient même pas la couleur d'un billet de 5 000 francs toute l'année. La vie de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan, oui, ni à Yamoussoukro. Excusez-moi. Non, mais la situation que je décris est une réalité que mes parents vivent. Oui, quand je parle de mes parents, je parle de mes parents paysans. Oui. Je parle de tous ces commerçantes qui ne peuvent même pas avoir accès aux pièces, qui pourtant les servent tous les jours dans leur quotidien. C'est de ça que je parle. Est-ce que nos dirigeants savent la paupérisation rampante dans laquelle vivent nos populations? Pourquoi on veut les faire payer une carte d'identité? Monsieur Bleboudé, reconnaissez quand même que la situation que vous décrivez, ce n'est pas une exception pour la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a plein de pays, même plus pauvres que la Côte d'Ivoire, où on paye pour la pièce d'identité, l'établissement de la pièce d'identité nationale. Est-ce que vous jetez un coup d'œil peut-être sur ce qui amène les autorités à se dire il faudrait que les personnes payent 7 000 francs CFA par exemple? Monsieur Babilas, comparaison n'est pas raison. Mon pays a cette singularité que mon pays sort de guerre. Et que là où la guerre vient à peine de finir, la pauvreté est galopante. Les populations ne savent plus où donner de la tête. Un tel pays, avec une telle population, mérite qu'on jette un coup d'œil et qu'on prenne en compte la situation de ces populations-là. Donc vous n'allez pas me citer des exemples qui n'ont rien à voir avec mon pays. La Côte d'Ivoire
est en train à peine de sortir d'une crise. Des populations, des gens qui hier étaient des tuteurs sont aujourd'hui des sous-couverts. C'est de ça que je parle. Nos populations vivent dans une pauvreté très avancée. Il faut en tenir compte avant de prendre une décision. La carte nationale d'identité n'est pas seulement pour des élections. Elle sert dans le quotidien de tous les Ivoiriens. Et c'est le devoir des gouvernants de faciliter la tâche. Mieux, ils savent. Parce que si nos populations avaient tant les moyens de pouvoir s'acheter ou se payer la carte d'identité, pourquoi le pouvoir délègue donc ces cadres pour aller, j'allais dire, payer les frais de la carte d'identité de leurs militants? C'est un élan de solidarité. C'est du chantage politique. Ah non, et les autres populations qui ne sont pas RHDP et qui n'ont pas de cadres, qui ont de l'argent. Ça veut dire que c'est pour que j'ai une carte d'identité ou pour qu'un président de région ou un maire puisse s'apitoyer sur mon sort pour payer les frais de ma carte d'identité, je dois être RHDP. Autant c'est un chantage politique que je dénonce sur ce plateau. Chantage politique, je n'en sais rien, mais autant on peut soutenir le fait que vous dénonciez que le montant soit à 5 000 francs, mais dans le même temps, vous n'allez quand même pas empêcher un leader politique d'être solidaire avec les populations de sa localité. Il n'y a aucun mal à cela. Je dis, oui, vous voyez, il faut faire le constat. Moi, je suis content que le gouvernement ait délégué ses présidents des régions, qui tous sont RHDP, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout est presque monocolore. Alors, quand vous décidez d'aller financer ou subventionner des cartes nationales d'identité, vous me donnez la preuve qu'on est d'accord, vous et moi, que la population n'a pas les moyens de payer les frais de sa carte nationale d'identité. Dans ce cas, faites-le pour tout le monde. Et les autres. Et les autres. Tous ceux qui sont aujourd'hui membres du gouvernement sont du RHDP. Tous les députés sont du RHDP. La majorité en tout cas. L'opposition n'a que quelques députés. Tous les maires sont RHDP. Même les indépendants ont été contraints de devenir RHDP. Sous prétexte que s'ils ne deviennent pas RHDP, le président ne va pas financer leur projet. Voilà le chantage politique permanent dans lequel nous vivons. Et la démocratie. Bonsoir. Charles Le Goudet, nous allons marquer une pause dans cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants. Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'ancien ministre Charles Blé Goudet, qui est président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Merci d'être toujours en notre compagnie. Vous disiez tout à l'heure que tout est monocolore dans le pays. On va s'intéresser à une institution qu'on appelle la commission électorale, qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, mais lors du discours du chef de l'État, il dit accorder un siège au sein de cette institution-là, au parti majoritaire, au Parlement. Je veux parler du PDCI. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Le chef de l'État accorde, oui, un siège à une formation politique. On distribue des bonbons encore. Hein. C'est le souverain qui est gentil, qui donne à qui il veut. Là où on parle d'une institution nationale, qui doit être indépendante, donc à équidistante de toutes les formations politiques, pour redonner aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. C'est là qu'on accorde. C'est pas juste. Mais c'est pour corriger. Le RDR, dans l'opposition, à partir de tout son temps, a dénoncé le fait que les différents présidents des institutions étaient proches du président Gbagbo, donc ils n'en voulaient pas. Pourquoi? C'est qu'ils l'ont dénoncé hier. Ils le font aujourd'hui et en pire. Ça me pose un problème. On n'accorde pas un siège. Oui, cette commission électorale-là, oui, il faut, s'il vous plaît, je dis au gouvernement, je vous en prie, faites en sorte que cette commission soit réellement indépendante et non une sous-section du régime en place. On n'accorde pas. Non. Il faut que, si jamais c'est acquis que toutes les formations politiques significatives doivent siéger, on parle quand même du PDCI-RDA, non? On parle quand même du PDCI-RDA. C'est au PDCI-RDA qu'on accorde un siège. Bon. Si on a accordé un siège au PDCI-RDA, le PDCI-RDA est un parti qui a fondé ce pays, qui a dirigé ce pays pendant des années. Le président Ouattara même est issu du PDCI-RDA et la plupart de ses cadres aussi. Le PDCI, c'est le plus vieux parti de la Côte d'Ivoire. Si on accorde un siège au PDCI-RDA et nous autres jeunes partis qui venons à peine de naître, à quel sein allons-nous nous vouer? J'ai un problème avec tout cela. Mais où tout est concentré entre les mains des souverains. Oui, mais on s'avance vers les élections présidentielles. L'institution dont on parle, la commission électorale, joue un rôle quand même primordial dans cette élection-là. Comment est-ce que vous voyez venir cette élection dans ces conditions-là, dans ce climat-là?
depuis que je suis sorti des prisons, je ne fais que lancer cet appel. J'ai peur. De quoi? J'ai peur que nous tendons vers un passage en force du parti au pouvoir, qui a caporalisé toutes les institutions de la République. Le Conseil constitutionnel, la CEI, la Commission électorale indépendante, toute la justice elle-même. Tout se fait selon le bon vouloir du régime en place et du chef de l'État. Moi, je pense... Les juges s'en défendent en disant qu'ils disent le droit, bien entendu. Maintenant, chacun apprécie selon son bord et ses colorations politiques. Dans tous les cas, je ne suis pas le seul observateur de la manière dont notre justice se comporte en Côte d'Ivoire. Cela dit... Vous avez des faits qui mettent en cause la justice? Bien sûr. Lesquels, par exemple? Moi, j'ai été condamné à 20 ans pour des faits pour lesquels j'ai déjà été jugé ici. Le président Gbagbo a été condamné à 20 ans avant moi. Dès qu'un opposant dénonce un fait de société, il est mis en prison. Charles Blé Goudé, on va revenir plus en détail sur ces éléments-là, bien entendu, puisqu'on est pressé par le temps, on reviendra sur ce débat-là et pour le développer plus amplement. Parlez de cette justice que vous décriez, la justice ivoirienne, bien entendu, en estimant qu'elle est aux ordres aujourd'hui. Et je vous demandais si vous avez des éléments d'appréciation. Et vous donnez votre exemple. Développez le sujet. Je vais vous donner un exemple. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec moi. Il y a un mois environ, les catholiques de Côte d'Ivoire, le clergé, a voulu initier une marche pour appeler à la paix en Côte d'Ivoire, pour un climat politique apaisé. Des individus ne se sont pas du tout gênés, ont déclaré sur les réseaux sociaux et dans toute la presse que si jamais les chrétiens de Côte d'Ivoire sortaient, ils les tueraient. Ils l'ont fait à visage découvert dans des vidéos qui circulent. Là où le procureur de la République est prompt à aller faire arrêter des gens, dit-il, pour diffusion de fausses informations, il a tout cela à sa disposition. Personne d'entre eux n'a été inquiété. Voilà ce que je dénonce. Cette justice n'est pas la justice du régime. La justice doit rassurer tout le monde. Elle doit rassurer tout le monde. Mais notre justice ne rassure pas tout le monde. Elle a ambition pour une partie de la population. Au-delà de ma personne. Voilà l'exemple précis que je vous prends. On va rester dans ce registre et parler de vous parce que vous avez été condamné par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de vos droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Le tribunal a en outre délivré un mandat d'arrêt contre votre personne. Comment est-ce que vous avez vécu ce procès-là, même si c'est à distance? Mais avec beaucoup de déception. Parce que moi, je suis pour que on se conforme aux lois. Monsieur Babilas, le 21 mars 2014, j'ai été soumis à une audience au palais de la justice de la Côte d'Ivoire. En 2014? Oui. Sauf que le public auquel j'avais eu droit dans la salle d'audience était seulement des FRC. Les FRC, c'est Force républicaine de la Côte d'Ivoire, oui. Les civils étaient exclus. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La chambre d'accusation a siégé pour décider que je sois transféré à la Cour pénale internationale. Tous mes partisans ont été interdits d'avoir accès à la salle. Ma femme a été battue ce jour-là. J'ai été donc transféré à la Cour pénale internationale. Je suis arrivé ici dans le froid hivernal le 23 mars 2014. Du 23 mars jusqu'en 2019, j'ai subi un procès pour viol, pour persécution, pour tous ces faits dont le gouvernement ivoirien parle aujourd'hui. Et j'ai été acquitté. N'ayant pas obtenu les 20 ans pour lesquels on m'avait envoyé ici, eux-mêmes me les redonnent à Abidjan, par contumace. Parce que pour que je sois condamné par contumace, il faut que j'ai été absent pour une raison non valable. Or,
enfant de 10 ans, c'est en Côte d'Ivoire, que Charles Blé Goudé se trouve à La Haye par la volonté du gouvernement ivoirien. Et il trouve peut-être que ce n'est pas une raison valable, c'est une raison valable. Alors, je suis encore à m'interroger tout le tempo, le timing de tout cela. Oui, mais Charles Blé Goudé, vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a condamné à 20 ans de prison pour des faits pour lesquels vous êtes déjà jugé à la Cour pénale internationale. Je ne pense pas que ce soit... et acquitté. Oui, mais je ne pense pas que ce soit les mêmes chefs d'accusation. Parce que les chefs d'accusation qu'évoque la justice ivoirienne, c'est acte de torture, homicide volontaire et viol. Fin de citation. Je ne suis pas juriste. L'acte de torture, homicide volontaire, viol, tous cela sont des actes constitutifs de ce qu'on a appelé ici crime contre l'humanité. C'est l'ensemble de tout ce que vous venez de relever comme fait, comme acte qui constitue les crimes contre l'humanité. C'est pourquoi j'ai été jugé et acquitté. Je lance un défi à n'importe quel juriste de venir face à moi et je peux lui démontrer que c'est qui est là évoqué, constitutif de ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Parce que c'est un ensemble de crimes contre l'humanité. Et il y a des faits renfermés qui sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Les viols, homicides volontaires, viols, c'est tout cela que l'on appelle des crimes contre l'humanité. Mais au-delà des chefs d'accusation, est-ce que vous-même vous retrouvez un peu à travers ces chefs d'accusation, au-delà du fait que vous disiez que vous avez été jugé et acquitté par rapport à ces mêmes chefs d'accusation, est-ce que vous retrouvez un peu à travers les faits? Qu'est-ce que vous voulez dire par retrouver? Vous me traitez de violeur? Ah non, je ne l'ai jamais dit, enfin je ne l'ai même pas pensé. Vous ne l'avez pas pensé? Mais je pose une question, à vous si de vous le je dire. ne peux pas m'y retrouver. Moi, je respecte la justice. Je suis venu à ce pays, le sourire aux lèvres. J'ai dit, n'importe quel citoyen soupçonné de crimes peut venir à ce pays, subir un procès et repartir chez lui s'il est innocent ou être condamné s'il est reconnu coupable. Dans mon cas, j'ai été reconnu innocent, donc acquitté depuis le 15 janvier 2019. Pour le moment, j'ajoute pour le moment. Ça, c'est vous qui le voyez, j'ai été acquitté. Oui, mais vous avez été acquitté, mais il y a un appel. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller en profondeur. Je suis interdit sur le plateau d'évoquer ces sujets-là. Je peux au moins dire que j'ai été acquitté. C'est cela qui est le fait. Et je peux aussi dire qu'il y a eu appel de la Vous décision. n'êtes pas content que j'ai été acquitté? Ah non, content ou pas content, mon point de vue compte très peu dans cette affaire, M. Charles Blé Goudé. Merci. On va évoluer dans cette émission et vous demander, est-ce que vous faites un lien entre la peine à laquelle vous avez été condamné en Côte d'Ivoire par rapport à M. Laurent Gbagbo qui a écopé de la même peine? Vous faites un parallèle? Mais Laurent Gbagbo est comme le fagot et moi, je suis comme la corde qu'on a pris pour attacher le fagot. Donc quand le fagot bouge, il bouge avec la corde. La preuve, nos dossiers sont liés ici à la CPI. Donc je pense qu'on veut nous empêcher, mon père et moi, de participer à la vie politique de notre pays. C'est tout. Nous avons été identifiés comme des adversaires. On a décidé d'utiliser le droit pour ne pas compatible à la vie politique de notre pays. C'est pourquoi, même absent, on nous condamne à des peines aussi lourdes. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Très radieux. Mais très radieux. Radieux du bout des lèvres ou bien radieux vraiment? Mais je vous dis vraiment radieux. En vous basant sur quoi? Parce que moi, on m'a condamné à 20 ans. J'ai dit à quelqu'un, celui qui m'a condamné à 20 ans, est-ce que lui-même il sait où il sera dans 20 ans? Vous pensez que lui serait quelque part dont vous avez connaissance? Moi, je suis sûr d'une seule chose, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas de passage. Et que moi, Charles Blé Goudé, je veux dire à la CPI, je le dis encore à ceux qui voudraient bien l'entendre, je vais retourner dans mon pays. Et je serai parmi les dirigeants de mon pays. C'est un fait établi, duquel je ne doute pas du tout. J'ai mon mot à dire dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Et j'ai une équipe qui est prête. Prête à tous les niveaux. Mener tous les débats. Notre projet politique, il est prêt. Nous voulons rassembler la Côte d'Ivoire de nouveau pour la reconstruire. Parce qu'elle est dépiécée. Je veux que les Ivoiriens du nord au sud se parlent. Je veux qu'un Ivoirien ne soit pas mis en prison pour son opinion politique. Je veux qu'un ministre ne soit pas propriétaire d'entreprise pour concurrencer les opérateurs économiques. C'est un délit. Et ce n'est pas sérieux.
pas enrichir un clan et un camp pour appauvrir la population. C'est cela que je veux combattre. Téléspectateurs, on marque une seconde pause. On vous retrouve dans quelques instants. Merci. Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Côte d'Ivoire. Merci d'être toujours en notre compagnie. Vous semblez avoir la conviction de votre retour chez vous, mais le plus important, c'est l'échéance. À quelle échéance pensez-vous que vous allez retrouver dans votre pays? Ça ne dépend ni de mes adversaires, ni de moi-même. Vous connaissez tous vos adversaires? Pour le moment, ceux qui m'acculent et qui m'empêchent de rentrer chez moi, c'est d'eux que je parle. Ceux qui utilisent le droit et la justice pour me maintenir ici. Ils ne peuvent pas me maintenir indéfiniment. Nelson Mandela, personne, aucun dirigeant européen ne veut le sentir. Mandela est rentré en prison en tant que poseur de bombes. Vous le savez ça? Mandela est rentré en prison en tant que poseur de bombes. Il est sorti comme un héros international. Et tous ceux qui ne voulaient pas le sentir l'ont hissé au firmament de l'histoire du monde entier. La page des poseurs de bombes a été arrachée du livre. Toute réalité politique est une denrée périssable, M. Babilas. Vous pensez avoir le même destin que Nelson Mandela? Non, c'est un exemple que je prends et qui m'inspire. Parce que même les plus grands dictateurs sont allés même au funérail de Nelson Mandela. Je me demandais ce qu'ils cherchaient là-bas. Parce qu'ils font tout le contraire de ce qui est Mandela et de ce qu'a fait Mandela. Cher monsieur, moi je suis convaincu que l'Afrique n'est pas condamnée à rester au rez-de-chaussée de l'humanité. Il faut seulement des dirigeants qui rêvent et qui se considèrent comme des dirigeants mis en mission par leur peuple et qui doivent créer de l'emploi, qui doivent créer des centres de santé. Parce que, et c'est par là que je vais finir, M. Babilas, nos cerveaux fuient. Notre jeunesse fuit nos continents. Pourquoi? Elle fuit la dictature, elle fuit la pauvreté, elle fuit le chômage, cette jeunesse-là. Parce que si vous dénoncez, on vous met en prison. Donc entre être en prison ou aller challenger la Méditerranée, le choix est vite fait. Le jour où l'Afrique aura des dirigeants qui ont une vision pour l'Afrique, qui se sentent en mission pour le peuple et qui doivent rendre compte à ce peuple, je pense qu'on n'aura plus de migrants. Moi j'ai mal. J'ai mal quand je vois mes congénères, quand je vois mes concitoyens dans le froid, en train de traverser la mer. J'ai même vu un jeune homme qui est mort dans le train d'atterrissage d'un avion. Ça fait peur tout cela. Et c'est honteux. C'est ça que nous voulons changer. Notre génération. Et comme en Côte d'Ivoire, on parle maintenant de nouvelle génération. Moi, même si je n'ai pas appris auprès du président Ouattara, en tout cas, moi, je fais partie de cette nouvelle génération. Voilà. Mais Charles Blé Goudé, quand on est accablé de toutes parts, et lorsque le sort s'acharne contre soi, comment est-ce qu'on fait pour garder le sourire comme vous l'êtes? La liberté, elle se trouve dans l'esprit. Ça, c'est de la philosophie. Non, mais je l'ai démontré. Puisque cela fait plus de 6, parce que j'ai fait 14 mois en isolement en Côte d'Ivoire. J'ai fait 5 ans ici à la CPI. Regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui a été brisé? Regardez-moi. Mais parce que mon âme est en paix et en harmonie avec ce que je suis en train de vous dire. Ceux que vous voyez libres de leur mouvement physique sont les plus grands prisonniers ambulants du monde. Parce qu'ils ne pensent pas d'eux-mêmes. Ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas dans leur Ils tête. soutiennent des causes qu'ils ne partagent pas. Ils souffrent dans leur âme. Ils se renient. Ils marchent avec le contraire de ce qu'ils appellent leurs valeurs. Charles Blé Goudé n'est pas ainsi. C'est pourquoi j'ai toujours le sourire aux lèvres. Parce que je suis en harmonie à ma conscience. C'est de cela qu'il s'agit. Votre parti, le COJEP, aura-t-il un candidat à la présidentielle prochaine? En tout cas, moi, en tant que président du COJEP, je vous l'ai dit, je ne suis pas candidat en 2020. Mais je ne suis pas le COJEP. Le COJEP regorge des cadres compétents. Donc vous êtes le leader. Oui, mais le leader n'est pas forcément le candidat. Nous sommes un parti où tout s'exprime, où toutes les valeurs et toutes les compétences s'expriment. Le parti ira à sa convention en juin prochain. Pour le moment, en mars, le 21 mars, c'est notre rentrée politique. Tout cela sont des cadres qui vont permettre au parti de prendre la décision qui va être appliquée par tout le monde, y compris moi-même. Charles Blé Goudé, je voudrais, pour les toutes dernières secondes de cette émission, que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez le message de votre choix à ces Ivoiriens qui suivent cette émission
à l'Afrique et ces jeunes Africains qui suivent cette émission et adresser le message de votre choix. Vous en avez pour 40 secondes. Nous devons tirer les leçons de ce que nous venons de vivre. Une crise sans précédent qui a causé des morts et de laquelle nous peinons encore en sortir. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre au niveau institutionnel, au niveau comportemental, que chaque leader parle à ses militants pour ne pas rééditer 2010 en pays. J'ai peur, mais je ne désespère pas. C'est aux Ivoiriens que je m'adresse. Que chacun parle à son voisin pour qu'on ne puisse plus revivre ce qu'on a vécu. Que ce que nous avons vécu nous serve de leçon. Quant aux Africains, faisons en sorte de ne pas rester au rez-de-chaussée de l'humanité. Non, le miel et le lait ne coulent pas forcément en Europe. Nous avons l'eau, nous avons la forêt. Pourquoi nous avons faim? Parce que nous avons des dirigeants qui refusent d'avoir un rêve pour l'Afrique. Moi, je pense que l'Afrique peut encore prendre sa place dans le concert des nations. Voilà mon message. Pour finir, j'apprends par-ci, par-là, qu'il faut payer 200 millions pour être candidat en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour être dirigée. La Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a juste besoin de quelqu'un qui peut repartir les richesses et donner des chances égales aux Ivoiriens. Merci. Charles de Goudet, c'était tout pour cette émission. Merci de vous être prêté à ce petit exercice. C'est un plaisir pour nous d'aller vers vous, de vous faire parler, de parler aux Africains qui nous suivent. Et avec plaisir, on reviendra pour voir comment votre situation a évolué et en rendre compte à nos téléspectateurs. Merci beaucoup.